Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment modéliser en VHDL un chemin des données. Les sujets suivants seront couverts dans cette vidéo. Nous allons voir le code VHDL des composants d'un chemin de données, c'est-à-dire les multiplexeurs, registres à chargement parallèle, les fonctions arithmétiques, les fonctions logiques, les comparateurs, les registres à décalage et les compteurs. Tout d'abord, le multiplexeur. On a vu dans une autre vidéo le fonctionnement du multiplexeur. On a vu qu'un multiplexeur permet d'aiguiller un signal, par exemple le signal D0 ici, vers la sortie F, quand son entrée S est égale à 1. On a vu qu'un multiplexeur peut avoir plus d'une entrée de contrôle. Le modèle VHDL d'un multiplexeur est relativement simple. C'est une description comportementale qui est très compacte. Normalement, on n'écrirait pas le code VHDL qui est montré ici pour un multiplexeur tout seul. On imbriquerait plutôt le code VHDL dans un module plus complexe où le multiplexeur est utilisé. Donc, dans le premier cas, celui du multiplexeur 2.1, on peut voir ici la sortie F sera égale à l'entrée D0 quand le signal de contrôle S est à 0. Sinon, ce sera l'entrée D1 qui sera aiguillée à F. Dans le cas du code qui est à droite, on a un multiplexeur à plusieurs entrées. Le code est écrit de façon paramétrée avec le paramètre n. n représente le nombre d'entrées de contrôle. On voit que S ici a 3 entrées dans ce cas-ci, pour n est égal à 3. Le signal D, les entrées, il y en aurait 8 ici, dans ce cas-là, c'est-à-dire 2 à la 3. Évidemment, en changeant la valeur de n, on changerait la grandeur du multiplexeur qui est implémenté. Si on regarde le fonctionnement maintenant du code, donc c'est très compact. Alors, on prend la valeur de S et on la change en entier. S ici est de type unsigned, donc un vecteur de bits. En la changeant en entier, on peut alors se servir de cet entier comme d'un indice dans le vecteur D, le vecteur d'entrée. Par exemple, si la valeur de S est de 1, 1, 0, une fois converti en entier, ça correspond à 6. Donc, si on prend la valeur D de 6 et on l'aiguille alors à la sortie F. Les outils de synthèse sont capables de reconnaître ce code et d'instancier correctement les bonnes composantes sur un FPGA. La deuxième composante que nous considérons, c'est le registre à chargement parallèle. Nous l'avons vu dans une autre vidéo. Le registre à chargement parallèle a comme entrée une horloge, un signal de réinitialisation, une entrée D qui est un vecteur de bits, une sortie Q qui est un vecteur de bits, et une autre entrée de contrôle, charge pour indiquer à quel moment le registre doit être chargé. Le code VHDL correspondant est donné sur cette diapo. Donc, comme les autres éléments en mémoire qu'on a vus dans une autre diapo, nous avons besoin d'un processus qui est sensible à l'horloge et au signal reset, et à l'intérieur du processus, une transition sur l'horloge. C'est essentiel. Ici, ça signifie donc que le signal Q sera la sortie d'une ou de plusieurs bascules. Je dis ici plusieurs bascules parce que le signal Q est un vecteur de W bits de large, où W est un paramètre de l'entité. La valeur de l'entrée D sera appliquée au signal Q par des bascules uniquement quand le signal de chargement charge a une certaine valeur, dans ce cas-ci la valeur 1. Si le signal de réinitialisation reset a une valeur de 0, à ce moment-là, on placera dans les bascules la valeur de 0. On les remet à 0. La troisième composante de chemin de données que nous allons considérer, ce sont les unités fonctionnelles. Il y en a plusieurs, passant par l'addition, la soustraction, la multiplication, les décalages, le modulo, les comparaisons de grandeur et les opérations déterminant la valeur plus petite ou plus grande entre deux valeurs. Tout d'abord, il faut considérer les types VHDL à utiliser pour la synthèse de valeurs numériques. Donc, le type real ne serait pas un bon choix pour des valeurs qui doivent être synthétisées. On peut par contre l'utiliser pour des constantes. Les types integer, natural et positive seraient de bons choix. Cependant, il faut faire attention au nombre de ressources qui seraient instanciées. Par défaut, un signal de type integer requerra 32 bits pour être instancié dans notre système. Ça peut être beaucoup plus qu'on a besoin.
Les types sign et unsigned sont probablement les meilleurs. Ils nous donnent un bon compromis entre le contrôle et un bon niveau d'abstraction. Ils sont bien supportés par les outils de synthèse. Il faut voir le package numeric_standard pour les différents opérateurs et fonctions sur ces types. Le type STD Logic Vector, bien qu'il est souvent vu dans du code qui est disponible en ligne, n'est pas recommandé pour l'arithmétique. Son utilisation n'est pas recommandée pour représenter des nombres. On devrait l'utiliser pour représenter des fils électriques avec des valeurs logiques 0 ou 1. Voici deux codes VHDL pour des unités fonctionnelles. Dans le code qui est à gauche de la diapositive, on a une ALU au complet qui est définie. L'ALU a deux entrées, A et B. A et B ont chacun 8 bits, qui est bien sûr un paramètre de l'entité. Choix représente l'opération qui sera à faire. Choix est exprimé sur 3 bits, donc il y a 8 opérations différentes que cet ALU peut faire. F est la sortie de l'ALU. Quand la valeur de choix est égale à 0, on effectue l'addition des deux opérandes et on place le résultat dans F. Attention, ici, il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de bascule. C'est un circuit purement combinatoire, mais qui fait des opérations arithmétiques. Quand choix a la valeur 3, on incrémente la valeur de A de 1 et l'opérande B n'est pas utilisée à ce moment-ci. Il y a une particularité pour la multiplication, c'est que la multiplication de A et B produit un résultat exprimé sur 16 bits dans ce cas-ci. Et comme la sortie F n'a que 8 bits, il y a deux possibilités. Quand choix est égal à 6, on a les 8 bits les plus significatifs du produit de A et B. Quand choix est égal à 7, on a les 8 bits les moins significatifs. Dans le code qui est à droite, on a ici une unité fonctionnelle qui est une unité logique. Comme pour l'unité arithmétique, on a un signal d'entrée choix qui détermine la nature de l'opération à faire. Par exemple, quand choix vaut la valeur 3, la sortie F sera égale à l'opération non-ou entre les entrées A et B. Et les autres choix sont indiqués dans le code VHDL. On peut aussi faire des comparateurs en VHDL. Le code qui est montré donne 6 choix possibles. Donc, pour deux entrées A et B, qui sont de largeur W, ici on a choisi la valeur de 8, on définit 6 sorties. EQ pour égalité, NEQ pour la différence, GT pour plus grand que, greater than, LT pour plus petit que, less than, GE pour greater or equal, c'est-à-dire plus grand ou égal, et LE pour less than or equal, c'est-à-dire plus petit ou égal. Le code VHDL montre simplement l'utilisation des opérateurs de comparaison, soit l'égalité, la différence, plus grand ou égal, et plus petit ou égal. On voit que, par exemple, la sortie EQ pour l'égalité se verra assigner la valeur 1 quand la condition est rencontrée, sinon elle se verra assigner la valeur 0. C'est la même chose dans les 6 cas. Le registre à décalage réalise une opération très importante en arithmétique, celui de la multiplication ou de la division par une puissance de 2. Il est utilisé aussi dans plusieurs systèmes de communication. Le registre à décalage est composé de plusieurs registres. Sur la diapo, on voit 4 registres. L'entrée de chacun des registres passe par un multiplexeur. Le multiplexeur permet de choisir laquelle de 4 entrées sera appliquée à un registre. Par exemple, quand le signal de contrôle des multiplexeurs, l'entrée mode, est égale à 0, le registre à décalage ne fera rien. Il n'y aura pas de changement dans la valeur de ces entrées parce que c'est l'entrée 0 qui sera aiguillée à chacune des bascules. Et l'entrée 0, bien, c'est la même chose que sa propre sortie. Donc Q2 ici s'en vient là, Q1 est ici et Q0 est ici. Par contre, quand l'entrée de contrôle est à 1, à ce moment-là, le registre à décalage sera en mode chargement. C'est-à-dire qu'une entrée externe D0 sera aiguillée à la bascule 0, D1 sera aiguillé à Q1 et ainsi de suite. Il y aura une opération de décalage quand la valeur de mode est à 2. À ce moment-là, une entrée externe en série sera appliquée à la bascule 0. Et la sortie de la bascule 0
sera envoyée à la bascule 1. La sortie de la bascule 1 sera envoyée à la bascule 2 et ainsi de suite. Et la bascule 3, présumément, serait aiguillée vers l'extérieur. On a donc pour la première fois une opération de décalage. Si la valeur de mode est égale à 3, on a encore un décalage, mais cette fois-ci dans l'autre direction. C'est-à-dire que la bascule 3 est chargée d'une entrée série, sa sortie est aiguillée à la bascule 2, dont la sortie est aiguillée à la bascule 1 et dont la sortie est aiguillée à la bascule 0, présumément que la bascule 0, sa sortie sera aiguillée vers l'extérieur. Voici le code VHDL du registre à décalage. On observe, comme à l'habitude, une entrée clock et une entrée reset. On s'attend donc de voir un processus sensible sur l'horloge et à l'intérieur du processus, une condition sur une transition d'horloge. Cela est nécessaire pour avoir l'instanciation de bascule dans le module. Ensuite, on a un signal de réinitialisation ici pour les bascules. On doit utiliser une variable interne qui s'appelle Q interne ici, qui est de même type et de même taille que l'entrée Q. La raison, c'est qu'on n'a pas le droit en VHDL de lire un port de sortie. Et comme il faut faire des opérations sur la valeur de la sortie, il est nécessaire absolument d'instancier une variable interne. Ensuite, à l'intérieur de la transition d'horloge, il y a 4 possibilités avec un énoncé case où on inspecte la valeur du signal de contrôle mode, soit 00, 01, 10 ou 11. Dans les 4 cas, on a soit ne rien faire, soit charger une valeur externe, soit faire un décalage vers la gauche, soit faire un décalage vers la droite. Les opérations de décalage, ici, sont codées avec l'esperluette qui permet de faire la concaténation de différentes valeurs ensemble. Ici, un vecteur STD logic vecteur et une valeur STD logic, et c'est la même chose pour le décalage vers la droite. On a spécifié une clause others ici, bien qu'on avait les 4 possibilités déjà, de façon à rendre notre code le plus robuste possible. La 5e composante de chemin de données qu'on va voir, c'est les compteurs. Un compteur compte le nombre d'occurrences d'un événement. Le compteur est habituellement composé d'un registre, couplé d'un circuit combinatoire qui calcule la prochaine valeur du compte en fonction de sa valeur présente. En plus de la séquence suivie, les compteurs peuvent être caractérisés par la valeur de leur signal de réinitialisation, la direction du compte, l'incrément du compte, le chargement parallèle d'une valeur de compte et une entrée ou une sortie sérielle. Il y a plusieurs types de compteurs. Le compteur binaire a la progression monotone 0, 1, 2, 3, 4 et jusqu'à un débordement qui le fait retourner à 0. Le compteur modulo n est comme le compteur binaire, sauf que son débordement sera atteint à une valeur inférieure à la valeur maximale du compteur, et ce serait une entrée spéciale du compteur. Par exemple, le compteur BCD devrait être mis à 0 après avoir atteint la valeur de 9. Un compteur à anneaux a un symbole qui sera balayé dans le compte. Par exemple, sur la diapo, on voit le symbole 1 qui est en position 0, ensuite en position 1, en position 2, en position 3, et puis retourne en position 1. Le balayage pourrait être vers la gauche ou vers la droite. Un compteur Johnson est un peu comme un compteur à anneaux, mais on a une séquence de 1 qui sont appliqués. Tout d'abord un premier 1, ensuite 2 1, ensuite 3 1, ensuite tout des 1, et puis ensuite est un 0 qui est entré, un deuxième 0, et ainsi de suite. On peut finalement définir un compteur à séquence arbitraire selon les besoins de notre système. Voici le code VHDL pour un compteur et un diagramme pour un compteur aussi. Donc, tout d'abord, considérons le diagramme du compteur. Dans ce compteur, si on applique un mode 0, ce signifie que le compteur ne comptera pas. Il n'y aura pas de changement de valeur au compteur à chaque coup d'horloge. Si on applique la valeur 0,1 au mode du compteur, à ce moment-ci, la sortie de l'addition sera envoyée dans la bascule à chaque coup d'horloge. La valeur de la somme
sera la valeur présente du compteur et dans le cas du mode 0,1, la valeur plus 1. Donc effectivement, le compteur sera incrémenté à chaque coup d'horloge. Si on choisit le mode 1,0, à ce moment-ci, encore une fois, la bascule sera chargée par la somme produite par l'addition, mais cette fois-ci, ce sera la valeur moins 1 qui sera appliquée à l'additionneur, et donc le compteur sera décrémenté à chaque coup d'horloge. Finalement, si le mode est 1,1, à ce moment-ci, ce sera une valeur qui provient de l'extérieur, D, qui sera chargée dans la bascule, et on ne se servira pas du tout de l'addition, bien qu'effectivement, on appliquerait une valeur de plus 1 ici. Le code VHDL correspond à ce modèle. Encore une fois, on a reset et clock qui sont nécessaires, un processus sur reset et clock et une condition sur une transition d'horloge. Cela implique qu'on synthétisera une ou des bascules. Dans ce cas-ci, c'est plusieurs bascules qui auront une largeur de 4 bits si la valeur du paramètre W n'est pas changée. Selon la valeur de l'entrée mode, il y aura 4 possibilités. Soit on fera l'addition, la soustraction de 1, on chargera une valeur externe, ou bien il n'y aura pas de changement. Et ce cas-là couvre bien sûr la condition 0,0 qu'on avait tantôt. On utilise encore une fois une variable interne Q interne parce qu'il n'est pas permis en VHDL de lire un port de sortie, le port de sortie Q. Et comme on veut utiliser, on a besoin d'une variable ici, ce serait Q interne, qui, effectivement, du point de vue de VHDL, est distincte de Q, bien qu'on assignera à Q la valeur de Q interne ici à la fin du processus. Dans cette vidéo, on a vu comment coder en VHDL différentes micro-opérations d'un chemin des données. On a vu comment modéliser en VHDL des composantes comme un multiplexeur, un registre à chargement parallèle, un registre à décalage et des fonctions arithmétiques. On a vu aussi le code VHDL d'un compteur.